Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. En ce moment, c'est la grande période des contre-la-montre entre les championnats nationaux et le début du Tour de France. Donc on a décidé de se pencher sur une position sur un vélo de contre-la-montre réussi. Et en plus de ça, l'UCI nous a déjà annoncé qu'il y aurait quelques modifications pour l'année prochaine. Et oui, et pour ceux qui attendaient la preview du Tour de France, pas d'inquiétude, elle arrive demain, on n'a pas oublié de la faire. D'abord mon Lolo, on va commencer par décrire ce que c'est qu'un vélo de contre-la-montre parce que ça parle peut-être pas à tout le monde et surtout ça peut différer selon la discipline. Et oui, tout le monde n'est pas régi par exemple par les règles UCI qui ne concernent que les coureurs sur route, donc a priori le World Tour et les autres catégories professionnelles, telles que le Tour de France ou les championnats nationaux dont on a parlé et dont on parlera d'ailleurs en résultat, donc restez bien jusqu'au bout. Donc un vélo contre-la-montre c'est quoi ? C'est un cadre le plus aérodynamique possible, souvent qui utilise une roue lenticulaire à l'arrière, c'est-à-dire une roue pleine, pour toujours là aussi des questions d'aérodynamisme et de rigidité, et souvent une roue soit à profil haut à l'avant, ou voire une roue à bâton. Et surtout, l'essentiel, c'est la position qui change puisqu'on utilise un prolongateur. Là aussi, toujours pareil, pour être le plus aérodynamique possible. Donc on l'a compris, le but, c'est de pénétrer dans l'air. Mais pour ça, il y a des règles UCI qui sont limitantes, et notamment en termes de longueur et de hauteur, pour éviter d'avoir des machines trop biscornues ou trop plongeantes. Est-ce que tu peux nous rappeler, mon Lolo, quelle est la règle actuelle d'ailleurs ? Machine biscornue, mon Flo, tu penses au vélo de Guilain Lambert avec sa roue en 650 devant et tout ça ou pas? Voilà. Oui, par exemple, des choses qui existaient avant mais qui ne sont plus autorisées. C'était un peu ça. Pour ça, l'UCI avait mis des règles en place et l'une d'elles, du coup, c'était la distance entre l'axe du boîtier de pédalier. Donc, on met une barre qui fait l'axe du boîtier de pédalier jusqu'au bout du cintre qui ne doit pas être supérieur à 75 cm. Sauf pour les coureurs de plus d'1m90 m. Idem pour la selle, sur cet axe de boîtier de pédalier, elle ne devait pas avoir un recul, elle devait être à un recul de selle de -5, elle ne devait pas être à -4, trop proche, ou plus loin derrière. Voilà. Donc en bref, si on résume, mon Lolo, le but c'était de limiter l'effet Superman avec les bras trop allongés, mais il y avait quand même un problème d'équité, parce qu'en gros, si on prend des coureurs qui étaient à 1m85 ou 1m89, admettons, ils se retrouvaient avec une différence de longueur de 10 cm par rapport à un coureur de plus d'1m90. Et clairement, 10 cm de plus de longueur, ça change la donne, parce que tu peux être beaucoup plus confortable. De la même façon, il y avait un autre sujet qui était celui de la hauteur en gros entre le point d'appui des avant-bras et on va dire l'avant du guidon profilé. Là aussi, il y avait des problèmes en fonction des équipementiers parce que souvent on se plaignait, il fallait pas qu'il y ait un certain drop, c'était pas plus de 10 cm si je me trompe pas Lolo, et en fonction des équipementiers, vous aviez soit des boutons pour changer les vitesses, soit des manettes, et les manettes comptaient dans cet écart-là et forcément ça ajoutait. Donc là aussi, il y avait de grosses différences qui pouvaient être créées, pas sur la physiologie mais plus sur le matériel. Donc mon Lolo, je te propose avant de rentrer dans le débat de ce qu'est une bonne position de chrono, et on va étudier un peu différentes positions qui existent aujourd'hui et différents styles, de parler des nouvelles règles qui évolueront à partir de 2023 et qui sont censées justement rééquilibrer un peu tout ça. Donc l'UCI a décidé de faire quelque chose de plus progressif. Comme tu l'as dit, jusqu'à maintenant c'était 75 cm de longueur ou 85 pour les coureurs de plus de 1m90. Et aujourd'hui, l'UCI propose pour le 1er janvier 2023, en dessous d'1m80 d'entrée 80 cm de longueur, ça veut dire que tout le monde va gagner en longueur. Et ensuite, entre 1m80 et 1m90, on gagne 3 cm et au-delà d'un 90, on passe à 85 cm. Donc pour les plus grands, ça ne change pas grand-chose, mais pour les autres, ça devrait un petit peu rééquilibrer cette inéquité. Ça va niveler un peu justement c'est ce gros écart des 10 cm que tu disais tout à l'heure. Tu as parlé des manettes aussi, de la longueur du cintre, là où il y avait les problèmes de cintre de prolongateur, ni plus ni moins. Le prolongateur. Ça s'est vraiment vu à l'arrivée de l'électrique. Donc tu vois, dans le matos, donc on dit souvent que l'UCI, ils sont quand même à la bourre sur leurs règles par rapport à l'évolution du matos, mais ce qui est vrai. Et tu vois, ils donnaient encore cette règle de 75, machin. Il y en a, ils commençaient à gratter parce que avec les boutons, avec les manettes, c'est pas la même chose. Mais eux, ils considéraient que c'était la même chose. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, ils soient enfin mis à jour
sur ces règles-là, sur enfin une vraie position, que les mecs ils puissent avoir vraiment une position confortable. Mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Oui, je te propose qu'on y passe directement dans des exemples concrets d'ailleurs, en commençant justement par la position des grands gabarits du peloton qui, eux, verront pas énormément leur position évoluer. Hein. C'est ceux qui seront peut-être les plus désavantagés dans cette nouvelle règle, on va dire. En tout cas, pour eux, ça va pas changer des masses. Les grands gabarits de plus d'1m90, c'est par exemple les Philippe Hogan, qui est champion du monde. Hein. On peut se poser la question, est-ce qu'il sera aussi dominant avec la nouvelle règle? Pourquoi pas? Je pense que ça change rien au nombre de watts qu'il va développer, mais potentiellement, on va voir qu'il y a certains coureurs un peu moins grands que lui qui pourraient être avantagés, entre guillemets. On a d'ailleurs Philippe Hogan qui est un beau styliste, hein, mais c'est vrai que les grands gabarits, on va voir qu'ils ont une position assez différente sur le vélo des petits. Hein. On peut prendre comme autre exemple Wout van Aert ou même notre champion de France fraîchement titré, Bruno Armirail, qui est aussi un très grand coureur. Voilà, tous ces coureurs-là, ils profitent de la longueur et de la hauteur maximale autorisée par l'UCI. Et on voit en commun cette position quand même avec le casque et la tête relativement éloignés des avant-bras. Ils ont quand même un peu le coffre ouvert, on va dire. On va comparer après à des coureurs de plus petits gabarits. Ouais, exactement, au Flo. Et si tu regardes ces grands coureurs, ils ont les bras qui sont un peu loin, ils ont le dos qui est bien plat. Et en général, le casque qui est vraiment dans l'alignement du dos, tu vois, ils ont une position qui est enfin, pour moi, c'est les plus belles positions. Hein. Je vois que les mecs, c'est quand même la grande classe sur le vélo. Juste un Wout van Aert, tu vois, sur sa position, ça peut un peu choquer la pointe de son casque qui n'est pas collée à son dos. Alors pourtant, on sait très bien que si on a un casque avec une pointe, normalement, elle doit être vraiment dans l'alignement du dos et posée contre celui-ci pour que ce soit le plus aérodynamique possible. Là, c'est pas le cas, et d'ailleurs, ah ouais, non, carrément, il y a un vrai gros écart. Donc, quand on connaît la Lotto Jumbo qui va faire des tests en soufflerie et compagnie, on se dit... La Jumbo-Visma. Jumbo-Visma, pardon. Je suis en retard, ok. On se dit que, tu vois, au final, pourquoi pas, tout ce qu'on sait depuis le début de l'aérodynamisme et tout, pourquoi pas le revoir, Flo? Oui, c'est vrai. Après, c'est une photo prise à l'instant T et parfois, tu sais, ça peut évoluer selon la position de Wout à ce moment-là. Mais c'est vrai que en l'occurrence, sur les images qu'on a, on voit quand même un Philippe Hogan beaucoup plus en ligne avec un casque bien rentrant et bien posé sur le dos. Pareil pour Bruno Armirail. On peut parler dans une question style et efficacité aussi du choix de la roue avant. On voit que sur les contre-la-montre qu'on a choisi d'illustrer, en tout cas, il y a un choix de roue à profil haut pour Gann et pour Van Aert, quand on a un choix de roue bâton, 3 bâtons en l'occurrence, pour Bruno Armirail par exemple. Est-ce que toi, tu as une expérience par rapport à ça? C'était quoi qui déterminait ton choix? Alors déjà, c'est les équipementiers, Flo. C'est eux qui vont te donner la limite de ce qu'ils ont. Ensuite, ça dépend aussi des chronos que tu vas faire. Donc là, ils ont été pris en photo, mais tous sur des chronos différents. Ça m'étonnerait que ce soit sur la même course. Donc tu vois, le choix de Bruno sur une roue à bâton, peut-être qu'il est fait parce que c'est un chrono qui est vraiment plat, où il n'y a pas de montée, où il n'y a pas de vent non plus. Surtout, il n'y a pas de vent. C'est pour ça que la roue avant est grandement considérée via la météo. Tu vois, le fait d'avoir une roue à bâton, tu te dis c'est qu'il n'y a pas de vent, c'est qu'il va pouvoir l'emmener costaud et il ne va pas être déstabilisé sur son vélo à cause de son train avant. Contrairement à une roue qui est très haute. Normalement, la roue très haute, certes, elle prend du vent, mais vu que c'est pas des bâtons, c'est du rayon, tu as quand même un passage de l'air qui est conséquent. Donc, tu prends un peu moins de risques si jamais tu arrives à avoir du vent de côté. Après, souvent, tu vois des mecs qui mettent des roues encore plus basses, mais ça dépend du temps ou des bosses, ni plus ni moins. Donc, la Ganna, tu vois. Des types de coureurs. Voilà, des types de coureurs aussi. Il y en a qui préfèrent certaines roues, d'autres qui préfèrent d'autres. Enfin, voilà, c'est des choix aussi assez personnels quand même. Mais tu en as même certains qui vont mettre des roues en 50 devant et ça leur suffit largement. Justement, je te propose de comparer, on a parlé des gabarits les plus grands, et directement on va dire à l'extrême opposé, c'est-à-dire les gabarits les plus petits, et commencer par un non spécialiste du chrono, même si c'est un très très bon coureur de contre-la-montre, c'est notre Julien Alaphilippe national, ou international même on peut dire, qui lui, on peut le dire, il est très fort en chrono, il a gagné notamment un chrono sur le Tour de France, mais c'est pas un pur spécialiste, et on voit de suite une grosse différence dans la position. Ce que tu disais, le casque est décollé, on voit que étant plus petit, clairement
lui, il est beaucoup plus, raccourci dans sa position. Il a déjà le genou qui se rapproche beaucoup plus de son coude et il a une position du dos beaucoup plus arrondie qu'un coureur grand. Et c'est là où on voit l'intérêt de cette nouvelle règle qui va permettre, on va dire, d'être plus progressif et peut-être d'offrir des positions assez similaires aux coureurs, quelle que soit leur taille. Ouais, après tu regardes la position de Julien, déjà il est vachement en bec de selle. Tu vois, donc, tu vois la règle du recul de selle des -5 que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle est à -5, parce que là, si on met la selle comme lui, il est bien pour forcer, il aura un recul de selle à 0 ou à -2 peut-être, tu vois. Donc c'est là que la règle est importante. Après, tu regardes, un Julien, il n'est pas forcément super aéro, il a un dos rond, certes, ça c'est propre à toutes les morphologies, hein, c'est chaque morphologie est différente, mais tu vois qu'il est un peu haut devant, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il vaut mieux être puissant avec une position un peu moins aérodynamique que être ultra aérodynamique et être bloqué et pas pouvoir développer toute sa puissance. Tu vois, moi c'est ça c'est un critère ultra important que tu donnes à Lolo, et c'est ce qui explique d'ailleurs l'évolution des positions en contre-la-montre ces dernières années. Avant, comme tu le disais, on avait des positions très plongeantes, très agressives, avec des roues des fois en 650, donc plus petites à l'avant. Et ça, clairement, on est revenu en arrière sur ce type de position parce qu'on s'est rendu compte que certainement en termes d'aérodynamisme, c'était très performant, mais par contre en termes de développement de la puissance, c'était très contraignant et très peu de coureurs étaient capables de développer le maximum de leur puissance. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des positions très plates, très relevées sur l'avant. Et d'ailleurs, je vais donner un autre exemple, toujours dans la catégorie des gabarits de poche. En restant chez la Quick-Step Alpha Vinyl, c'est forcément un des grands spécialistes, champion de Belgique à nouveau du contre-la-montre ce week-end. C'est évidemment Remco Evenepoel, qui lui est un bel exemple de styliste. On peut difficilement faire mieux en termes de prise au vent. Remco qui lui est totalement plat, malgré sa morphologie relativement contenue, puisqu'il fait qu'1m71. Et il a le casque, lui, qui s'intègre parfaitement à sa morphologie. Et j'irais même jusqu'à dire, la tête qui rentre dans les mains, c'est quand même peu commun. Ouais, c'est ça qui est dingue chez Remco, parce que tu vois, il a encore le même souci, entre guillemets, que Julien du recul de selle. Tu vois qu'il est vraiment en bec de selle, il est sur l'avant. Sauf que Julien, il est vraiment sur l'avant de sa selle avec les coudes qui vont toucher les genoux. Et là, Remco, c'est quand même un coureur qui est super allongé sur l'avant, tu vois. Il a quand même les coudes qui sont super loin devant, il a le dos qui est très plat. Donc pour le coup, tu vois qu'il y a une vraie souplesse, contrairement à Julien. Il y a une vraie souplesse sur le vélo. Et tu te dis, mais comment il arrive à forcer en fait? Parce qu'il est plié, mais c'est la folie. Moi je me rappelle chez Koff, tu vois, on faisait les positions et j'avais rehaussé de 3 cm mon guidon par rapport à ce que j'avais chez les amateurs. Donc j'étais beaucoup plus haut, mais par contre je crois que je développais en moyenne, j'étais à 50 watts de plus de moyenne à développer sur je sais plus quelle distance. Donc j'étais vraiment gagnant en étant plus haut. Mais là tu te dis, waouh, pour un coureur qui est tout petit comme ça, moi je trouve ça dingue. Et tu vois qu'il est vraiment petit en plus parce qu'il a les coudes qui sont très loin. Le recul de selle, on se doute qu'il est à -5, hein, il est pile poil. Et tu vois l'écart entre son genou et ses coudes. Tu te dis, putain, la position, elle est vraiment très allongée, quoi. C'est ça moi, je me demande comment il arrive à la tenir. Oui, alors on parle souvent de l'utilisation de selles courtes, notamment en triathlon ou en contre-la-montre. On peut se poser la question justement en contre-la-montre avec les règles UCI de l'intérêt d'avoir des selles courtes, parce que pour ceux qui jouent un peu avec la règle, en l'occurrence comme Julien ou Remco qui aiment bien le bec de selle, avoir une selle longue, ça peut aussi te permettre de, entre guillemets, garder un recul de selle élevé, mais pour le coup avoir un bec de selle un peu plus proche de ton guidon. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que les selles courtes ont été faites. Ça t'aide à justement trouver plus facilement ta position. Sur un vélo de course traditionnel, tu vois, de route, tu vas chercher à bouger sur ta selle. Que tu as les mains en haut, que tu aies les mains en bas, que tu sois en danseuse, tu te rassois d'un coup, tu es dans un col ou autre. Tu vas te déplacer toute la journée. Tu vas être plus au fond de la selle, tu vas être plus au milieu, plus en bec de selle si tu cherches à être dans une échappée ou autre. Et que contrairement à un vélo de chrono, tu es posé, tu es en position. Du coup, il faut trouver sa position directement. C'est pour ça que la selle, elle est raccourcie. On se cale normalement dans le fond de la selle. Et si tu dois bouger un peu sur le bec, la selle est courte. Donc tu vas jamais très loin de ton axe où tu es censé être le mieux. Donc voilà. Ouais, donc on rappelle, pour ces coureurs-là, donc on a dit les gabarits plus petits de moins d'1m80, ils vont déjà gagner 5 cm en longueur par rapport à la règle existante. Mais j'aimerais maintenant qu'on se penche sur ceux certainement chez qui le gap va être le plus important, c'est-à-dire les coureurs un peu comme moi d'ailleurs, mais qui ont plus de watts, qui sont entre 1m80 et 1m90. Moi je me souviens que c'était très contraignant, la règle des 75 cm de longueur pour moi, parce que pour le coup j'étais très ramassé sur mon vélo de chrono et franchement pas confortable. Et bien ces coureurs-là, il y en a quand même qui envoient des
watts. Il y a par exemple Mathieu Van Der Poel ou Rémi Cavagna. Et on peut se poser la question, tu vois, des championnats de France de contre-la-montre qui viennent d'être remportés par Bruno Armirail, pardon. Eh bien, on est vraiment dans un cas de figure où on reprend les mêmes l'année prochaine dans les mêmes conditions. Eh bien, Rémi Cavagna, lui, il va gagner, combien j'ai dit? Donc on passe de 75, lui, il est entre 1m80 et 1m90. Donc lui, il passera de 75 cm de longueur à 83. Pour le coup, il gagne 8 cm de longueur possible. C'est énorme. Ça va changer totalement sa position. Ça va changer sa position s'il a envie de la changer. C'est ça le truc, parce que s'il est bien sur cette position, pourquoi la changer? Déjà qu'on voit, il est en bec de sel terrible pour se rapprocher de son guidon. Tu vois, est-ce qu'il va aller l'allonger un peu plus? Je sais pas, après avoir, ils vont faire des tests en soufflerie, en machin, en truc, on verra là où il est gagnant et tout ça. Mais là, quand je vois la position qu'il a aujourd'hui, je me dis l'allonger, oui, parce qu'il est quand même très proche de ses coudes avec ses genoux, mais quand tu vois qu'il est aussi en bec de sel, tu vois, il va vraiment chercher son guidon à l'avant. Est-ce que c'est plus judicieux ou pas? Je sais pas, tu vois, ça dépendra. Parce que la selle, tu pourras pas la bouger. Hein. Ou alors, il y a l'autre règle, Flo. Je pense que ce sera une bonne question à poser aux pros, alors peut-être pas de suite, mais peut-être en début 2023, savoir est-ce que justement ils ont profité de ces nouvelles règles, est-ce qu'ils se trouvent mieux. Mais c'est vrai qu'on voit spontanément qu'un Rémi Cavagna, par exemple, par rapport au grand gabarit, il n'a pas le dos plat non plus. Et cet allongement pourrait lui permettre d'aplatir son dos. Après, c'est un coureur qui est expérimenté, qui roule depuis des années dans cette position très certainement, c'est un spécialiste de la discipline. Pour lui, ça pourrait être un gros changement. Je pense que peut-être pour de jeunes coureurs qui sont en phase de développement, ce sera une question d'habitude à prendre dès le début et ça va changer la donne plus que pour certains qui sont très habitués. On sait que chez les pros, changer 1 mm, des fois, ça peut être compliqué. Après, je ne sais pas à quel point Rémi est souple sur ce genre de choses ou s'il est au millimètre et il faut absolument rien changer. Je te propose d'évoquer un sujet qui fait partie aussi du débat, c'est celui des femmes, parce que l'UCI c'est bien, comme tu dis, ils pensent à faire évoluer les choses, mais en l'occurrence la même règle s'applique pour les femmes, et on peut sans trop se tromper dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de plus d'1m90, donc en l'occurrence pour elles c'était la même longueur et la même hauteur quasiment pour toutes, et aujourd'hui eh bien, on voit que l'UCI en gros, met la barre des changements de longueur à 1m80. Et bien là aussi, ça ne va pas concerner grand monde et la règle restera la même pour tout le monde. On peut regretter que l'UCI ne soit pas penché sur le cas des femmes et n'ait pas fait une règle progressive aussi, je sais pas, à partir d'1m60, tu vois, pour permettre de, là aussi, avoir une meilleure équité. C'est ma petite critique sur cette nouvelle règle UCI qui, encore une fois, améliore les choses certes, mais selon moi va pas au bout des choses. Ouais, il en fallait une, Flo. T'as réussi à la faire. Voilà. Oui. Oui. Non, mais c'est bien. On est là pour faire avancer les choses. On est dans le débat. On n'est pas là pour dire. Voilà. On n'est pas là pour dire que tout va bien. Et je te propose de terminer sur ce qui est peut-être un laboratoire de bonnes choses ou de mauvaises choses pour les positions contre la montre. C'est nos amis triathlètes qui, eux, ont cette chance de ne pas être soumis aux règles UCI, entre guillemets, et peuvent se permettre des positions les plus extravagantes, mais aussi des machines sorties d'un autre univers, d'une autre galaxie et d'une autre époque. C'est clair. Quand on voit certains appendices qui peuvent servir aussi d'ailleurs de réserve d'eau dans les longues distances, certaines inventions aérodynamiques, on peut se dire que c'est un très très bon laboratoire d'ailleurs pour le monde du vélo et pour l'industrie. Ah ouais, c'est clair que pour le coup, là dans le triathlon, ça teste des choses. Hein. Quand tu vois les positions qui se payent, les vélos, et tu dis c'est des vélos, c'est presque du vélo couché en fait, l'aérodynamisme et tout. Alors je sais pas si c'est vraiment efficace ou pas, mais au moins eux ils le testent. Et après de toute façon on connaît la flexibilité de l'UCI face aux nouveautés. Je suis pas sûr que tout pourra être récupéré pour le vélo de route, hein, mon Florent. C'est vrai, on peut noter quelques points intéressants qui ont été d'ailleurs travaillés et vus sur la piste. Par exemple, les fourches avant très élargies pour les avoir en gros dans l'alignement en gros des haubans arrière. Il y a des études aéro qui ont été faites, notamment par l'équipe de Grande-Bretagne sur piste, qui utilise des vélos assez similaires, et qui démontrent qu'en fait, la prise au vent, on va dire alignée de la fourche avant et des haubans arrière, permet de limiter justement les frottements aérodynamiques. Du coup, terminer les fourches très serrées. Là, le but, c'est pas de mettre des pneus de gravel, mais c'est clairement un but aérodynamique et d'être en ligne en fait avec toute la machine. On retrouve ça aussi sur certains vélos de triathlon et ça je pense clairement que c'est intéressant.
Et c'est à travailler même du côté de la route, à voir quelles sont les limites réglementaires là aussi. Pour le coup, je ne sais pas trop. En conclusion, mon Lolo, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ingrédient dans notre besace pour dire une position sur un vélo de contre-la-montre réussie aujourd'hui, allez, avec les règles en vigueur? Déjà, alors, ton fameux recul de selle de -5, te mettre à la limite. Parce qu'il faut savoir que plus ta selle est avancée, plus tu vas forcer vers l'arrière et plus, en fait, c'est là où tu auras le plus de force. Tu as plus de force quand tu pousses vers l'arrière que quand tu pousses vers en bas ou vers devant. Du coup, plus ta selle est avancée, plus tu seras performant, logiquement. Donc ta selle, tu la mets à la limite à -5. Ensuite, tu adaptes tes prolongateurs par rapport à la réglementation, évidemment. Et sur la hauteur, c'est là que se fera toute la différence, où vraiment il faut tester, voir si tu as plus de force 1 cm plus haut ou 1 cm plus bas. Il ne faut pas que tu sois coupé, que tu aies tes cuisses qui viennent toucher ton buste et que tu n'arrives pas à forcer vraiment. Donc ça, ce sera vraiment la base de tout, mon Flo. Ouais, et pour conclure, j'aimerais parler d'un point, même si ça n'a rien à voir avec la position, mais ça peut influer, c'est la longueur de manivelle. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'on avait fait question aux pros sur cette question. Ça aussi, ça a été un petit changement de paradigme ces dernières années. Avant, on utilisait des manivelles plus longues en contre-la-montre, très fréquemment. On disait que tu peux développer plus de puissance, c'est logique d'un point de vue biomécanique. C'est de moins en moins le cas. De plus en plus de coureurs utilisent les mêmes manivelles que sur route et c'est assez standardisé avec des 172,5 quasiment pour tout le monde. Ça aussi, c'est un changement et c'est globalement, on va dire, pour des raisons de confort et d'habitude aussi. Les coureurs se sont rendus compte que le petit gain en fait n'était pas forcément si important que ça. Peut-être qu'il vaut mieux là aussi garder ses habitudes et ses manivelles de route. Oui, clairement Flo, là c'est vraiment les habitudes et la manière dont tu as l'habitude de forcer, clairement. Ouais, mon Lolo, je te propose qu'on conclue là-dessus en disant donc la position qui vous permet de développer le plus de watts, donc c'est à tester en essayant d'avoir le dos le plus plat possible, le casque le plus aligné avec le dos et les mains et la tête les plus rapprochées possible. En gros, c'est à peu près ça. Un recul de selle le plus efficace possible là aussi et le plus avancé possible en fonction des règles. Et a priori, vous devriez avoir la position optimale. Après, il ne reste plus qu'à forcer et c'est peut-être là la partie la plus importante du deal. Donc, moi, je peux vous conseiller une chose, c'est rouler beaucoup sur vos vélos chrono parce que déjà, c'est comme ça qu'on s'habitue à forcer sur ces machines qui sont un peu contre nature en général. Molo, tu vas ajouter quelque chose ou je te propose qu'on passe à l'actu? Non, mon Flo, je crois que tu as tout dit sur le vélo de chrono. Roulez avec, les gars. Allez, on passe à l'actu. Et du côté de l'actu, cette semaine, mon Flo, on a des nouvelles d'Amy Pieters qui a besoin de nous et qui a lancé une campagne de crowdfunding après son grave accident, on se rappelle, Flo. Du coup, elle a besoin de nous, donc autant l'aider, pourquoi pas via cette cagnotte de crowdfunding. Donc vous retrouverez le lien en description évidemment et je vous invite à tous aller cliquer, force et honneur à elle. Bon rétablissement. Ouais, toutes les filles de la SD Works d'ailleurs relaient cette campagne. Amy dont la situation s'améliore progressivement, mais petit à petit, qui a encore, on va dire, un long combat devant elle. Donc évidemment, on a une grosse pensée pour elle. On reste du côté de l'actu féminine d'ailleurs, puisque c'est le retour des filles de Donnant des ailes au vélo J-1. Si vous vous souvenez, c'est un groupe de filles qui va faire le Tour de France et qui le fait déjà depuis plusieurs années. Un jour avant la course, elles sont de retour cette année, plus fortes que jamais et en plus plus préparées que jamais. Vous pouvez retrouver sur leur site la possibilité de vous inscrire pour partager une étape ou un morceau d'une étape avec elles. C'est une belle expérience, c'est sympa, ça leur fait de la compagnie et ça leur redonne le moral. Donc n'hésitez pas là aussi à encourager cette initiative dont le but est de promouvoir le cyclisme féminin. Ça tombe bien, on est dans une année où il y a de quoi promouvoir ce magnifique sport au féminin. Je te propose de passer au résultat mon Lolo et on commence par le poteau Steven Le Yarrick. Tu en avais parlé la semaine dernière, il l'a fait, il a remporté la Race Across France et j'aimerais qu'on ne tombe pas dans la banalité parce que ce genre d'effort, même pour quelqu'un comme lui qui nous a habitués à des défis les plus extraordinaires possibles, ça reste hors norme. Donc bravo à Steven, je pense qu'il va mettre du temps à récupérer, mais en tout cas il l'a fait et ça reste hors norme. Ouais, clairement, gros bravo à lui. Moi je lui laisse, la longue distance, c'est pas pour moi mon frère.
Et on continue les résultats avec les fameux championnats nationaux, mon Flo, hein, parce que ce week-end avait lieu les championnats nationaux dans tous les pays. Et on commence avec la France et le contre-la-montre. Et tu l'as dit déjà tout à l'heure, c'est Bruno Armirail qui l'emporte dans son exercice de prédilection, j'ai envie de dire, devant Rémi Cavagna. Team Chocolatine. Ouais, Team Chocolatine, ouais. Devant Rémi Cavagna qui est aussi dans son effort de prédilection, qui était champion de France l'an dernier, on le rappelle. Et on a Benjamin Thomas qui vient compléter le podium, qui lui aussi, le pistard, excelle dans cette discipline. Donc on a un très beau podium de championnat de France sur ces championnats de chrono. Franchement, magnifique. Bah voilà, je crois que c'est les trois meilleurs spécialistes nationaux. D'ailleurs, les trois ont été champions de France après ce week-end, puisqu'il manquait que Bruno. Et à signaler, c'est sa première victoire chez les pros, à Bruno, puisque en général, c'est un équipier de luxe. Voilà, et il avait une petite revanche à prendre parce qu'il n'a pas été sélectionné sur le prochain Tour de France par la Groupama FDJ. Je pense qu'il a montré à tout le monde qu'il aurait mérité d'y être. Maintenant, on sait tous que le Tour, c'est compliqué, il y a de la concurrence. Et voilà, des choix ont été faits. Du côté des femmes, écoute, Audrey Cordon-Rago, elle aussi, a mis tout le monde d'accord et remporte les championnats de France du coup de la discipline, mais pas que, puisqu'elle a remporté également, et de quelle manière, l'épreuve sur route. Devant Gladys Verhulst, qu'on a eu en interview il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. D'ailleurs, je tiens à signaler que tous nos champions nationaux sont sur la chaîne à un moment ou à un autre, puisque Bruno Armirail, vous avez eu droit à sa préparation cet hiver sur la chaîne. On avait parlé de sa longue préparation en montagne au Pic du Midi. Audrey, on a eu la chance de l'avoir en interview exclusive l'année dernière durant le Tour. On avait parlé de beaucoup de choses, beaucoup de ses projets. Et tu vas nous dire qui est champion national sur route, mon Lolo, et lui aussi on l'a vu beaucoup sur la chaîne. Ah oui, mais tu veux passer à ça? Moi je pensais que tu voulais passer aux Belges directement, mais c'est pas grave. Alors les champions... on va en parler après. Non mais voilà, mais c'est gentil de me lancer dessus parce que c'est quand même... c'est Florian quoi, Florian Sénéchal, voilà. Donc moi ça m'a fait rêver, je suis ultra fier de lui Florian. C'est un magnifique champion de France. Franchement, ça veut pas dire que les autres ils étaient pas beaux. Hein. Attention Flo. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Mais Flo, franchement, pour le coup, moi je suis ultra fier de lui. Ça fait un très beau champion de France. On sait qu'il c'est un besogneux, il bosse à mort. C'est un très bon équipier. Il arrive à avoir quelques victoires quand même à côté parce qu'il est dans une équipe Quick-Step, on le sait, où tout le monde marche, tout le monde peut être leader. Donc là, pour le coup, ça va être un très beau porte-drapeau français durant toute la saison prochaine. Arrête avec toi Flo, mais quand même grand bravo. En deuxième, on aurait eu un très beau champion de France aussi, c'est Anthony Turgis, Doudou de la Total Energy, qui là aussi pour le coup, il aurait été super beau en bleu, blanc, rouge, mais ça s'est joué de pas grand chose au sprint avec Florian, hein. Il y a une belle bagarre dans le final. Et en troisième, on a le jeune Axel Zengl de la Cofidis. Donc tu vois, c'est marrant parce que les trois premiers de ce championnat de France, ils ont tous été chez Cofidis, sauf qu'il y en a deux qui y sont plus et le troisième il est chez Cofidis. Donc c'est peut-être une belle niche de recherche chez Cofidis, franchement. Mais c'est bien. J'avais peur de ta conclusion. Non, c'est vrai. Tu t'en es très mais bien ça veut dire qu'il y a des très bons coureurs qui passent par Cofidis, tu vois. Ils y restent pas forcément, mais tu vois, le podium, c'est que des mecs qui sont passés chez Cofidis en tant que néo-pro. Tu vois, Anthony il est passé pour chez Coff, Sénèche pareil, et le petit Axel Zengl de même. Donc écoute, on a un magnifique podium sur ce championnat de France et encore bravo à toi Flo, tu nous fais rêver. Comme tu l'as dit, on va citer quand même la Belgique, nos amis belges qui sont aussi parmi notre audience. On l'a déjà dit pour le contre-la-montre, c'est Remco Evenepoel qui récupère le titre devant Yves Lampaert et Victor Campenaerts. Donc ça c'est fait. Du côté des femmes, c'était attendu aussi, c'est Lotte Kopecky qui l'emporte, toujours en contre-la-montre. Et sur route, c'est Tim Merlier qui lui aussi avait déjà été champion de Belgique, remporte un sprint très 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 serré devant Jordi Meus et Jasper Philipsen qui lui sera sur le Tour de France. Chez les femmes, on l'a pas dit, c'est Kim Debat qui l'emporte. Petite surprise chez les femmes aussi, on n'attendait pas Kim Debat qui est très très expérimentée, mais il y avait quand même de la concurrence chez les femmes et c'est elle qui l'emporte. Tu nous donnes quelques gros noms qui ont été champions nationaux, on va pas rentrer dans tous les détails aussi, mais je pense par exemple au Cavendish en Grande-Bretagne, c'est quand même
c'est quand même un truc qu'on n'attendait pas spécialement. Il nous surprend encore et toujours. Bah ouais, toujours le cave, il est là, hein, toujours présent, t'inquiète, lui on va pas l'oublier. On a Sagan aussi qui l'a remporté en Slovaquie. C'est pas une grande nouvelle non plus, en plus on a vu qu'il était en forme ces derniers temps, donc voilà. On a Pierre-André Côté devant Guillaume Boivin au Canada, tu vois, donc on aurait peut-être mis Guillaume plus en premier, mais au final, tu vois, c'est un championnat, course d'un jour. Donc voilà, des belles victoires, hein, chacun dans leur pays, mon Flo. Oui, tu as chez les femmes d'ailleurs pour compléter au Canada, on a Maggie Cole-Lister qui l'emporte aussi. Voilà, bon après vous pouvez aller voir toute la liste des champions nationaux, évidemment on va pas tous les citer, sinon cette émission durerait trop longtemps. Mais voilà, je te propose de conclure Lolo sur le vélo du mois, puisque bah, ça y est, c'est cette semaine, on a eu droit à l'élection sur l'application de JCN. Et ça a été là aussi, comme au sprint en Belgique, très serré. C'est peut-être la première fois qu'on a un sondage aussi serré, 42% en faveur du Factor AG2R qui l'emporte devant le Trek Madone à 40%. Donc bah, félicitations aux propriétaires de ce magnifique Factor devant la plage, tu vois. Je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance. Ça donne envie, c'est l'été, c'est les vacances. Donc voilà, félicitations à l'europropriétaire du Factor qui remporte pour le coup un t-shirt JCN. Ouais, ça c'est cool. Un joli petit cadeau. Un t-shirt pour sortir de la plage et pour rentrer boire des bières. Bah écoute mon Flo, il ne nous reste plus qu'à remercier tout le monde d'avoir suivi cette émission JCN en français. Et puis bah écoute, on se retrouve très vite, on se retrouve déjà demain pour la preview du Tour de France, oui. Non ? Demain mercredi, la grande preview du Tour de France sur JCN en français, exceptionnellement cette semaine, 2 vidéos en studio, donc voilà, et puis jeudi, samedi et dimanche comme d'habitude. Salut mon Lolo. Allez, ciao.